Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est à Addis Abeba pour participer donc au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'organisation. Et Djibouti, toujours clôture du forum sur l'économie digitale. C'était au Djibouti Palace Kempinski en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et enfin, dans l'actualité internationale, le sommet de l'ASEAN +3 appelle à soutenir le multilatéralisme. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce vendredi la France pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il est arrivé donc en début de soirée. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, à Addis Abeba, le président Guelleh a été accueilli par les membres du gouvernement éthiopien. Le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, donc prendra part du 17 au 18 novembre prochain à un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la réforme de l'organisation elle-même. Plusieurs sujets sont prévus à l'ordre du jour de ce sommet, mais l'accentuation des procédés visant à conférer une véritable autonomie financière à l'Union africaine sera essentiellement discutée durant cette rencontre. Les voies et moyens permettant de rompre avec une certaine lenteur administrative remarquée dans l'action de l'organisation panafricaine seront également évoqué lors de ce sommet. Et la République de Djibouti fait partie d'un cercle restreint de nations africaines qui se sont déjà conformées à ces réformes pressenties par l'Union africaine. Et Djibouti donc se soumet déjà au versement de la contribution impartie à tous les pays membres de l'organisation panafricaine de 0,2% de la valeur de ses importations. Djibouti appartient aussi aux nations qui ont ratifié immédiatement le principe d'une zone de libre-échange entre tous les pays membres de l'Union africaine. En marge de sa participation à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, aura des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Au cours de cette audience, les discussions porteront essentiellement sur l'identification de nouveaux secteurs de coopération entre les deux nations qui font office à l'échelle continentale depuis près de 2 décennies maintenant de binôme modèle en matière d'intégration économique. Cette réunion de travail courant les leaders djiboutiens et éthiopiens s'inscrit dans le droit fil de la communauté de destin que les deux nations ont choisi et qui repose sur le principe de faire dériver le développement auquel aspirent leurs nations respectives à travers un processus de mutualisation de leurs efforts et à travers la réalisation d'une collaboration active autour de partenariats stratégiques étendus à tous les domaines névralgiques. Et dans une interview accordée à notre consoeur Fatouma Saleh, donc correspondante à Addis Abeba pour la couverture médiatique de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les décisions du Conseil de sécurité concernant la levée des sanctions concernant l'Érythrée. On l'écoute. Il faut d'abord souligner que la résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 octobre, la résolution 2444, était relative à la situation en Somalie, ainsi que le problème qui opposait l'Érythrée à Djibouti et globalement
aux sanctions qui étaient imposées à l'Érythrée depuis 2009. Donc, je rappelle ici qu'en 2009, le Conseil de sécurité avait adopté une résolution, la résolution 1907, qui également était relative aux différents frontaliers qui existent entre Djibouti et l'Érythrée, ainsi que la question des prisonniers de guerre djiboutiens détenus par l'Érythrée. Bien entendu, il y a l'aspect également, la dimension Somalie dans le cadre de cette résolution. Le 14 octobre, le Conseil de sécurité a décidé donc de lever les sanctions à l'encontre de l'Érythrée et également de prendre en compte les revendications et les préoccupations de la République de Djibouti, à savoir d'abord le règlement rapide du différend frontalier entre Djibouti et l'Érythrée sur le ras Douméra et sur l'île de Douméra, et ainsi que donc des informations que l'Érythrée doit fournir très rapidement concernant les 13 prisonniers de guerre qui manquent toujours à l'appel. Il y avait également dans cette résolution, il y a un mécanisme de suivi qui demande au secrétaire général des Nations Unies de produire un rapport périodique, et le prochain rapport doit être soumis au Conseil de sécurité. Il faut savoir que nous pensons qu'il y a une nouvelle dynamique dans notre région en ce moment, une dynamique de paix. Nous avons reçu une délégation érythréenne le 6 septembre à Djibouti, accompagnée d'autres des ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie et de la Somalie. Les deux chefs d'État, le président Guelleh et le président Afwerki, se sont réunis à Djeddah pour un premier contact après 10 ans de rupture, carrément. Et donc, voilà une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Djibouti ne s'est pas opposé à la levée des sanctions pour donner une chance à ce que ce dialogue puisse être entamé sur une base de confiance, de sérénité. Et donc, nous attendons nos frères érythréens pour qu'ils puissent venir donc à la table du dialogue et discuter des deux points qui nous concernent. Voilà un peu la substance de la résolution qui a été adoptée le 14 octobre au niveau du Conseil de sécurité à New York. C'était dans les titres, c'était hier que dans l'après-midi que s'est clôturé le forum sur l'économie digitale. 2 jours durant, les décideurs politiques, les experts et les partenaires au développement ont traité donc de tous les aspects du digital dans le but de mettre en place une stratégie digitale qui prendra pour objectif d'empoigner les défis et de saisir les opportunités dans une perspective de développement d'activités commerciales d'avenir et d'attractivité, des facteurs qui sont intrinsèques au projet de transformation numérique du pays. Les membres du gouvernement, des pionniers de la technologie, mais aussi des partenaires au développement ont ouvert les discussions afin d'évaluer les questions qui gravitent autour de l'économie numérique et à partager les meilleures pratiques internationales en la matière. Djibouti a été complètement transformé et ça a commencé par cette conférence. Donc je voulais aussi remercier ceux qui sont venus de loin et je pense qu'il y a eu des experts qui ont eu à faire des arbitrages, qui sont demandés de partout dans le monde, mais qui se sont dit je vais à Djibouti. Certains ont été contactés il y a 5 jours, 10 jours, d'autres il y a 1 mois, je suis sûr. Mais tout le monde est là et vous avez vu le panel que nous avons eu. Et entamant donc la série des interventions, le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a indiqué que des panélistes de haut niveau ont entamé des débats de fond autour des apports des TIC dans la modernisation de pans entiers de l'économie djiboutienne. On l'écoute. Moi aussi, je dois rejoindre mon collègue Amin Nabil au terme de ces 2 journées de réflexion, d'atelier, nous permettent bien sûr de mettre au menu et partager les opportunités de notre pays en matière d'éthique. Je remercie et félicite encore une fois la contribution de tous les invités de marque, les experts internationaux, les experts nationaux, la Banque mondiale, et j'exhorte à la jeunesse djiboutienne à ce que les différents start-upers travaillent ensemble et de décloisonner le partage des informations, essayer de travailler en groupe, ainsi tous les Djiboutiens pourront travailler et je vois sur les questions ou les points auxquels mon département et l'opérateur national
sont interpellés. Il s'agissait bien sûr de la connectivité et du haut débit. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a rappelé encore une fois l'importance de ce forum concernant l'économie digitale. Travail exceptionnel avec vous et en donner l'essentiel. Je pense qu'il y a une recommandation qui manque quand même. Et là, j'invite mes amis ministres, notre frère Atou de la Banque mondiale, qui est pour beaucoup dans la réussite de ce travail et qu'il faut vraiment remercier et féliciter. Ce que cette conférence ou cette réunion ne s'arrête pas à aujourd'hui, qu'elle doit avoir une continuité, qu'on puisse se mettre peut-être un calendrier, où on puisse se revoir pour faire un peu le bilan à chaque fois de là où on en est par rapport à ces recommandations, par rapport aux discussions qu'on a eues pendant ces 48 heures. C'est un élément qui me paraît très très important dans les recommandations et je prie donc les uns et les autres de les rajouter. Je pense que Djibouti progresse. On parle beaucoup de Djibouti, c'est un petit pays certes, pas encore très riche, mais beaucoup de choses s'y passent. Et quand je vois la richesse des gens qui sont intervenus, quand je vois nos étudiants et conscients des problèmes auxquels ils sont exposés et conscients de l'avenir, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont en place, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'université, au niveau du ministère, des différents ministères, et à noter le ministère des Finances qui a donc ce centre de leadership et qui doit être la porte ouverte à vous tous. Et enfin, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a rappelé pour sa part que le débat a porté également sur la transformation digitale qui avait pour mission de traduire la stratégie digitale en un plan d'action ainsi que les départements de support. On l'écoute. Je me joins à tous mes collègues pour d'abord et encore féliciter vraiment très sincèrement l'ensemble de l'équipe qui a permis ce succès de ce forum de 2 jours. Et excusez-moi, je vais vous demander de réapplaudir une dernière fois. Merci à tous les amis qui ont répondu à nos invitations et vous nous avez aidé à nous élever davantage et à échanger sur vos expertises et ce que vous avez vécu également dans d'autres pays. Et c'est très important d'avoir ce type d'échange. Merci d'être parmi nous et encore une fois, nous espérons vous avoir dans nos prochaines éditions. Et toujours dans la journée d'hier et en marge du forum sur l'économie digitale, dans le cadre d'une visite de travail, Mohsen Djazouli, ministre marocain délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en charge de la coopération africaine, s'est entretenu avec le ministre Ilyas Moussa Daoualé au Djibouti Palace Kempinski pour discuter notamment des voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti. Cette visite, qui entre dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, a été également l'occasion pour le ministre marocain de faire le point sur l'état d'avancement des relations bilatérales et qui concerne de nombreux secteurs, notamment la pêche, l'agriculture, le transport et la logistique, la formation professionnelle et le logement, entre autres. Il a été question aussi d'explorer les nouvelles opportunités qu'offre l'économie djiboutienne pour le Maroc. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a profité de cette visite pour expliquer au ministre marocain que les entrepreneurs et hommes d'affaires marocains sont les bienvenus pour investir à Djibouti, rappelant que les deux pays ont entamé depuis longtemps des grandes réformes économiques qui leur ont permis d'enregistrer un taux de croissance important et de drainer des investissements directs étrangers dans de nombreux secteurs d'activité. Et après sa rencontre avec le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, le ministre marocain et sa délégation ont visité les différentes infrastructures portuaires de Djibouti. La visite de la délégation marocaine a débuté par la zone de libre-échange international de Djibouti, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois et qui est opérationnelle. Et la délégation a pu a reçu les explications nécessaires sur le fonctionnement et la composition de cette grande zone de libre-échange international de Djibouti qui accueille des dizaines d'entreprises nationales et internationales.
chance de visiter la zone franche et les ports de Djibouti et je suis impressionné par la qualité des réalisations. Djibouti a effectué des très gros investissements et aujourd'hui se positionne sur l'échiquier mondial de la logistique. Également dans l'actualité, après la clôture de la conférence, le ministre du Travail, Hassan Idriss Amri, a eu une rencontre informelle avec les représentants des formations syndicales des travailleurs des transports maritimes et dockers et des ports de pays d'Afrique et de la Méditerranée. Cette conférence de 2 jours organisée par l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, l'UGTD, en partenariat avec la FSM, la Fédération Syndicale Mondiale au Palais du Peuple, avait regroupé 35 délégués venant de 14 pays africains et des ports limitrophes du Golfe arabique et Méditerranée. Une conférence dont le thème principal portait sur l'amélioration des conditions économiques et sociales des travailleurs et des dockers. Durant les travaux, les délégués ont eu donc des échanges instructifs pour renforcer le cadre interportuaire et à la mise en place des politiques adéquates pour améliorer la sécurité de tous les travailleurs des ports et de lutter pour des salaires et des conditions de travail décents. La protection et la sécurité sociale des dockers ainsi que leur formation ont été également abordées lors de cette conférence. Durant le segment de haut niveau de la 14e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la COP14, qui s'est tenue le 14 novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a pris la parole au nom des pays d'Afrique de l'Est lors des panels portant sur les expériences utiles et les enseignements tirés pour lutter contre la dégradation des sols et la restauration des écosystèmes en Afrique. Au cours de la seconde journée de ce segment de haut niveau de la COP14, en matière de lutte contre les changements climatiques, le ministre Moussa Mohamed a pris part à la table ronde sur l'intégration de la biodiversité dans le secteur énergétique en mettant avant le développement des énergies renouvelables. En marge de cette conférence, le ministre a planté un jeune plante d'olivier portant le nom de Djibouti dans le parc de la paix de la belle ville de Sharm el-Sheikh. Et dans le cadre de la promotion du tourisme à Djibouti, le ministère du Tourisme et du Commerce, en collaboration avec la Banque islamique de développement et l'Organisation arabe du tourisme, ont clôturé mercredi dernier un séminaire de formation au Palais du Peuple, composé de différents ateliers thématiques. Les travaux du séminaire ont été présidés par le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, et du secrétaire général de l'Organisation arabe du tourisme, Saoud Al-Jabiri. Durant 10 jours, l'atelier composé de 3 modules de formation a été présenté aux participants du séminaire pour promouvoir le tourisme djiboutien. Écoutons à présent l'intervention du ministre délégué au commerce, Mohamed Ibrahim, qui a rappelé l'importance de cet atelier. C'est avec un plaisir renouvelé que je me trouve à nouveau parmi vous à cette cérémonie qui marque la clôture de cet important séminaire de formation. Je ne doute pas que durant les 9 jours de formation, votre assiduité et votre participation active vous ont permis d'acquérir de solides notions et de véritables outils de travail qui vous permettront d'améliorer de façon efficiente votre performance dans vos secteurs d'activité respectifs. En effet, le renforcement des capacités en matière de tourisme et la formation professionnelle constituent l'épine dorsale de la stratégie nationale de développement de notre secteur touristique. Ainsi, le gouvernement ne ménagera aucun effort afin de répondre à ces besoins clairement exprimés par nos opérateurs au cours des dernières assises nationales du tourisme. Ce jeudi 15 novembre a eu lieu un atelier de restitution des travaux de l'étude de faisabilité de la forêt de Daï pour une éventuelle proposition d'inscription au patrimoine mondial. Plusieurs structures nationales en charge de la gestion du patrimoine naturel, culturel, de la recherche de la société civile ainsi que les élus locaux, notamment le député de la région de Tadjoura, ont participé et enrichi les débats au cours de cet atelier. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, Mohamed Ahmed Sultan. Cette étude a été financée par l'UNESCO, réalisée par le programme Aires protégées d'Afrique et conservation de l'UICN avec l'appui d'experts nationaux. Une étude, et puis cette étude, ils ont démontré que 60% de la biodiversité représente la biodiversité du Djibouti dans cette forêt de Daï. Dans ce contexte aussi, cette forêt
Vous le savez, c'est une forêt primaire, c'est un vestige vivant exceptionnel qui date de plusieurs années. Cette forêt aussi abrite des animaux aussi qui sont en disparition. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Ahmed Sultan, a précisé que la forêt du Daï est importante pour protéger la biodiversité. C'est aussi une forêt donc qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. On l'écoute. En effet, la forêt du Daï est une forêt primaire datant de plusieurs milliers d'années, qui se situe auprès de la région de Mongoda, au nord du pays. Reconnue comme patrimoine national grâce à sa richesse et de sa biodiversité, elle fut classée parc national depuis 1939 et constitue donc une aire protégée. Cette zone forestière qui habite des espèces rares, aujourd'hui en voie de disparition comme le francolin, subit les conséquences néfastes dues aux activités humaines et aux dangers naturels comme le changement climatique. En effet, il est à souligner que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accorde la priorité à la sauvegarde et à la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles nationales. Par la suite, le parc national de la forêt du Daï a fait l'objet d'une position de notre part pour pouvoir figurer sur la liste du patrimoine mondial. L'UNESCO précieux, partenaire et après avis du comité scientifique en charge dans ce domaine, a préconisé la conduite de la présente assistance concernant une étude de faisabilité qui déterminerait les potentialités du site à remplir les critères de la valeur universelle exceptionnelle. Toujours en nouvelle nationale, en marge de la clôture de la 32e session du conseil administratif de la ville de Djibouti, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a organisé avec son homologue maire de la ville de Hargeisa, Abdurrahman Aïdid, une visite de courtoisie à l'office de la voirie de Djibouti. Le maire de Hargeisa a été accompagné du consul de Djibouti en Somaliland, Hussein Omar Kawalié. Le directeur général de l'OVD, Sharmaki Youssouf, a reçu la maire de la ville de Djibouti et son homologue de Hargeisa, Abdurrahman Aïdid. Il leur a décrit le fonctionnement de l'office de la voirie de Djibouti, le ramassage des déchets dans les artères donc principales et dans les quartiers. Il a entre autres donc expliqué le système de géolocalisation des voitures de l'OVD ainsi que les obstacles rencontrés dans l'exercice de leur mission. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et suite à des renseignements recoupés, les éléments de la gendarmerie mobile en poste à la gare de Nagad ont intercepté le 14 novembre dernier un véhicule de type pick-up correspondant au signalement et provenant du côté de l'Oeada. Au cours de la perquisition effectuée sur le véhicule en question, les gendarmes ont découvert un lot important de marchandises provenant de la contrebande. À cet effet, les gendarmes ont saisi 6 cartons de cigarettes de marque Benson, 40 cartouches de cigarettes de marque Royal et 63 paquets de produits cosmétiques contrefaits. Sur place, 4 individus dont le chauffeur ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à contourner le poste de contrôle de la gendarmerie nationale. La totalité de la marchandise ainsi que le véhicule ayant servi au transport ont été saisis. L'enquête a été confiée à la brigade de Damerjoug. Les auteurs présumés de cet acte de contrebande ont été placés en garde à vue et seront traduits devant la justice pour acte de contrebande. Et par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce genre de trafic illicite qui porte gravement atteinte à l'économie nationale. Santé à présent, une équipe du centre médico-hospitalier d'Obok s'est déplacée vers la région de Wadi dans le cadre de ses activités. Conduite par le docteur Dimbio, l'équipe a prodigué des soins et des consultations à une centaine de patients vivant dans les localités de Wadi et les localités environnantes. Ces activités de l'équipe mobile sont menées périodiquement pour étendre la couverture sanitaire dans les zones les plus reculées du territoire. Composée d'infirmiers diplômés d'État et de techniciens supérieurs de santé, la mission de cette équipe est de permettre à l'ensemble de la population vivant dans les zones rurales de recevoir gracieusement des soins primaires tels que la consultation post- et prénatale, l'ophtalmologie, la nutrition et la prise en charge de la maladie des enfants. Notons au passage que l'équipe mobile transportait également de très nombreux équipements et de matériel technique adéquat ainsi qu'une provision de médicaments en quantité suffisante pour couvrir cette mission.
Et nous clôturons toujours dans le nord du pays, notamment à Tadjoura. L'association des jeunes d'Assagueïla a procédé à la distribution de kits scolaires composés de fournitures scolaires ainsi que de livres de lecture et bandes dessinées pour les enfants de l'école primaire de Guirori. Une initiative qui a été présidée par le président de l'association et son vice-président. Ces équipements ont été réceptionnés par le directeur de l'école, Mohamed Hassan, ainsi que le responsable coutumier de village, donc la communauté de Guirori, ainsi que les parents d'élèves ont adressé leur profond remerciement à l'association des jeunes de Assagueïla pour cette précieuse assistance. Il était rappelé que cette association avait déjà entrepris des actions similaires dans la localité d'Assagueïla et dans d'autres contrées de la région. Des Assagueïla qui ont fait tous ces trajets pour effectuer une distribution de kits scolaires à ces élèves qui avaient un fort besoin. Donc nous remercions beaucoup ces jeunes associations des Assagueïla. Et de là, nous passons ce qui fait l'une de l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors au Maroc, Samatar, le président français Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI ont inauguré le premier TGV africain. Effectivement Ahmed, c'était hier, la ligne à grande vitesse à Tanger-Casablanca a présenté comme la plus rapide d'Afrique, est un symbole de la profondeur du partenariat entre Paris et Rabat. La nouvelle ligne, selon les informations, devrait être couverte aux voyageurs d'ici la fin du mois. Court Tanger-Casablanca, avant c'était 350 km Ahmed, dans 180 à 320 km à l'heure, reliant les deux pôles économiques. Maintenant il fait 2h10 minutes et de 4h45 minutes actuellement. Les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration officielle mais ont affiché leur proximité Ahmed pendant les cérémonies d'inauguration. Au total Ahmed, plus de 110 milliards de dirhams, environ 6,5 millions d'euros dont les tiers pour la seule LGV ont été investis ces dernières années pour la modernisation du réseau ferroviaire marocain Ahmed. Et le sommet de l'ASEAN plus 3 appelle à soutenir le multilatéralisme, Samatar. Eh bien oui Ahmed, M. Lee a tenu ses propos au cours du 13e sommet de l'Asie de l'Est qui s'est tenu hier après-midi à Singapour et a réuni les dirigeants des 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis. Le Premier ministre chinois a souligné que l'EAS, créé il y a maintenant 13 ans, est devenue importante plateforme de dialogue et de coopération en Asie de l'Est et joue un rôle crucial dans le renforcement de la compréhension mutuelle. Le Premier ministre chinois a formulé qu'à cette occasion une proposition de 5 points destinée à améliorer la coopération régionale sera à l'ordre du jour. Par ailleurs, les dirigeants présents à ce sommet de l'Asie-Est ont évoqué les progrès remarquables enregistrés depuis le lancement de l'EAS en 2005, lesquels est devenu une composante majeure du mécanisme régional dirigé par l'ASEAN. Et enfin, concernant ce matin les incendies qui ont frappé l'ouest des États-Unis, notamment la Californie, un nouveau bilan d'au moins 63 morts et 630 disparus. Et oui Ahmed, le bilan de l'incendie qui a ravagé le nord de la Californie s'est alourdi encore. 63 morts après que le reste de 7 nouvelles victimes ont été découvertes, ont annoncé les autorités hier dans la soirée. Alors que les recherches s'intensifient pour retrouver 630 personnes portées disparues, l'incendie baptisé Campfire s'est déclaré il y a une semaine et a réduit en cendres la ville de Paradise située dans le comté de Butte à 280 km au nord de San Francisco, comme vous le voyez sur ces images. Près de 12 000 structures, soit la quasi-totalité des bâtiments des Paradise principales des habitants, ont été détruits, dont les autours de la ville, quelques heures après l'arrivée des flammes le 8 novembre. Plusieurs milliers de bâtiments restent menacés par les flammes qui ont pour l'heure dévasté 57 000 hectares et environ 50 000 personnes étaient toujours concernées par des désordres d'évacuation. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end sur Télé Djibouti.